On va parler de victoires triomphantes et de défaites, ma foi, aussi tristes à jaser pour certaines équipes de la NFL. Alors, commençons tout de suite avec de nos matchs de la fin de semaine qu'on va discuter par ordre d'importance, disons. Alors, si votre équipe se retrouve quatrième match, je suis désolé. Mais le match en soi était une autre expérience. Alors, commençons avec le plus récent qui a été joué entre les Rams et les Bears du côté du Soldier Field à Chicago, où les Rams qui finalement l'ont emporté au compte de 20-17 en prolongation a été remporté sur un botté de 3 points. Les gars, le mot de la prolongation, Caleb Williams a F around et a F out, mentionnant avec le match au bout des mains, a lancé une très mauvaise interception. Qu'avez-vous pensé? Est-ce que c'était le bon jeu? Est-ce que le ballon a glissé? Est-ce que c'est le receveur qui a manqué son tracé? Qu'avez-vous vu sur ce jeu-là? Bien, clairement que Caleb Williams n'a pas vu que le secondaire à gauche du terrain a traversé la largeur du terrain pour s'en aller sur le receveur visé de ce côté-là. Donc, je me dis en même temps, je pense que sur ce jeu-là, précisément, je pense que je vais donner beaucoup plus de crédit au secondaire des Rams qu'envoyer un pot à Caleb Williams là-dessus. Écoute, honnêtement, là, si c'est ça qu'on appelle le karma, là, ben moi, je suis bien à l'aise avec ça parce qu'il n'y a aucune chance que ce match-là se rende en prolongation. Je comprends que Caleb Williams a fermé les yeux, il a lancé Hail Mary puis il a essayé de faire une passe là-dessus. Quelle passe. Mais s'il fallait que les Rams perdent ce match-là, alors que sur possiblement le dernier jeu du match en temps réglementaire, t'as Caleb Williams qui court pour sa vie pour à peu près, une dizaine de secondes? Peut-être un petit peu moins, 8-10 secondes. La passe a pris à peu près 5-7 secondes à se rendre, peut-être même plus. Et la tertiaire des Rams qui réussit quand même à se faire piéger dans la zone des buts. Ça, pour moi, là, j'avais quasiment envie de me mettre à genoux et me dire « Amenez-moi sur le terrain, moi, j'aurais empêché cette passe-là. » J'étais à cette phase de jeu-là. Mais c'est un peu ça, Caleb Williams. Autant qu'il a tellement progressé cette année par rapport à sa saison recrue, Caleb Williams give, Caleb Williams take. It is what it is. Moi, tu vois, ce qui m'énerve de ce jeu-là, cette passe-là, c'est pas tant... Oui, bravo au secondaire des Rams qui a fait ça, Cameron Curl, de son nom d'ailleurs. Mais dans quel monde, les Bears, OK, tu viens de forcer un dégagement de la part des Rams, t'as juste un placement, tu vas remporter le match, OK? Tu arrives aux 50, ton jeu au sol est efficace. Dans quel monde, le jeu le plus intelligent que tu trouves à faire, c'est de lancer une passe dans des conditions où ce qui fait pas beau, ils vendent. C'est un jeu beaucoup trop risqué pour le potentiel qui venait avec. Et d'ailleurs, les Rams qui ont failli faire la même erreur en fin de match, les deux bombes en fin de match, là, je crois que c'était Colby Parkinson et Terrence Ferguson. La deuxième, c'est Ferguson. La première, je crois que c'était Parkinson. C'est deux passes complètement stupides que, tu sais, dans les circonstances, c'est dans une situation où est-ce que un placement te gagne le match. Pourquoi tu veux absolument essayer d'aller chercher le toucher à tout prix quand concrètement, tu n'as pas besoin d'un toucher pour gagner. Le fait juste donner une chance à ton botteur, sors le pas du match. Puis je reviens à Caleb Williams. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est Caleb Williams qui a décidé ça, je ne sais pas si c'est Ben Johnson qui a décidé ça, mais je pense que là, les Bears, tout le long de l'année, on a eu cette mentalité-là de on va faire des remontées, on est capable, puis en fin de match, on est intouchable. Puis on a peut-être été un petit peu trop arrogant à ce niveau-là. On s'est dit, gars, tout ce qu'on touche à partir de la fin du quatrième quart, ce change en or à chaque fois. D'après moi, ça va marcher encore une fois. Ça n'a pas fonctionné cette fois-là. On a pris un peu trop de risques. Et sérieusement, je pense que c'est là la plus grande erreur des Bears dans ce match. Et ironiquement, les Bears qui ont décidé là, d'être très gourmands, finalement, on l'a pas trop été, mis après ce toucher de Hail Mary qui, je vous invite à aller revoir encore plein de fois sur vos réseaux sociaux. Vraiment un joyau de jeu. Mais Ben Johnson, qu'on connaît pour justement sa gourmandise sur ses jeux, qui a décidé finalement d'y aller avec un seul point pour égaliser le match. La question classique qui ne mourra jamais, est-ce que c'était la décision à prendre, les gars? Moi, ce que je te dirais... J'en reviens pas qu'il l'ait fait. J'en reviens pas qu'il l'ait fait. Moi, c'est ça mon point. J'en reviens pas que Ben Johnson, surtout, tu sais, dans puis
il y a un aspect qui est tellement risqué d'y aller pour 2 en série. Le faire en saison, c'est une chose, de faire en série, c'est une autre, là, surtout devant tes partisans et tout. Là. Demande aux Ravens l'année dernière. Voilà, à la maison, tu y vas pour 1, sur la route, tu y vas pour 2, puis là, t'aurais brisé beaucoup de règles non écrites de ce sport-là, mais Ben Johnson, on l'a vu depuis le début des séries, à tort ou à raison, s'est entêté avec cette mentalité d'être hyper agressif. Caleb Williams va faire un jeu miraculeux pour te donner une chance. En ce moment, tu as tout le momentum du monde entier. C'est les Bears qui ont toute la confiance du monde, puis les Rams sont en train de se dire « Oh non, on va être les prochains à se faire avoir par une remontée des Bears. » Puis, tu sais, la décision d'y aller pour 1 se défend aussi dans l'optique où tu vas être chez vous. Puis, sérieusement, ça a failli fonctionner. Tu ne fais pas la passe, l'interception en prolongation. Ça va fonctionner au final, cette décision-là. Mais j'ai surtout été surpris qu'il n'y aille pas. Puis, j'ai surtout l'impression que Ben Johnson va passer toute sa saison morte à se dire j'aurais dû y aller pour. J'ai hâte de voir. Moi, tu dis que j'ai hâte de voir. J'ai hâte si, imaginons l'année prochaine, il se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, écoute, on a encore 12 mois pour repenser à ça, Félix. Alors, un autre match, ma foi, cinématique du côté des Bears et des Rams. Le deuxième, les gars, qui, Pop peut danser sur sa prédiction de fin de saison. D'autres fans du sport, de manière générale, ont le cœur brisé. C'est entre les Bills et les Broncos du côté de Denver. C'est, pour commencer, un retour au match de championnat de l'Américaine pour les Broncos. La première fois depuis 2015, où ils l'ont emporté avec Peyton Manning, qui, on va dire en fait ce qui restait de Peyton Manning, très franchement. Disons avec Von Miller. Ouais, avec le. Quelle défense d'ailleurs, le no-fly zone, là. Mais puis qui d'ailleurs a eu un peu son moment de gloire, cette défensive aérienne en fin de match. Le gros sujet qui en sort, le premier gros sujet, disons, parce qu'il y en a eu 2, là, mais le premier gros sujet qui en sort, c'est les gars, l'année où la porte était grande ouverte, sans les Chiefs de Kansas City, Josh Allen et les Bills de Buffalo n'iront pas au Super Bowl une fois de plus. Écoute, oui, Mahomes n'était pas là. Burrows n'était pas là. Jackson n'était pas là. Broncos ont quand même fini l'année 14-3, là. À un moment donné, je comprends que oui, on peut voir ça. La porte était ouverte de ce côté-là. C'était pas un gimme, là. Je vais ajouter un mea culpa à ton affaire, mais moi aussi, la semaine dernière, là, j'ai ressorti le téléphone et j'ai dit écoute, les lignes de fraude appellent en ce moment, là. Puis, je veux juste vous rappeler de quoi, les boys. Les Bills n'ont pas gagné ils n'ont même pas gagné leur division cette année, là. Même New England, tu peux dire qu'il est. New England aurait pu être la même menace que Mahomes, puis les Chiefs auraient pu être dans les années précédentes, puis ça serait exactement pareil pareil au même. Ceci étant dit, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour les fans des Bills. Et non. Là, il y a la fameuse controverse de l'attraper, non attraper, l'interception de Brandon Cooks en prolongation, puis tout ça. Ça a pris du temps un peu. Finalement, on a réussi à avoir une explication claire de pourquoi ça s'est fait. Puis là, il y a du monde qui trace déjà des comparatifs avec ce qui s'est... Je ne sais pas si vous avez vu, là, en fin de match, là, il y a eu un attrapé de Davante Adams là, qui avait 3 gars sur lui pour faire un premier jeu. Le monde faisait des comparatifs à ça. Il n'y a aucun comparatif, il n'y a aucun parallèle. Davante Adams avait le contrôle du ballon quand son genou a touché au sol. Brandon Cooks est allé au sol, n'avait pas le contrôle du ballon. Le gars défensif a juste fait yoink, je pars avec. C'est fini. Pas de Brandon Cooks serait complètement tout seul sur le terrain. Ça serait une passe incomplète. That's it. Ça a juste à donner qu'il y avait quelqu'un qui l'a volé au même moment. Ouais. Puis écoute, Pop, ça brise le cœur, c'est heartbreaking, mais. C'est heartbreaking, mais. Ainsi va la vie. Puis, c'est quoi, dans tous les cas, Josh Allen, qui s'est blâmé pour cette défaite. Il a quand même eu 4 revirements à lui seul. Il mérite, tu sais. Ben oui, absolument. On a souvent été doux avec Josh Allen durant les défaites, surtout contre les Chiefs de Kansas City. Mais là, cette saison, je pense que c'est là que Josh Allen a peut-être été le plus fautif dans cette défaite-là. L'échappée qu'il a faite à 3 secondes de la fin, juste avant la mi-temps, qui donne 3 points
totalement gratuit aux Broncos. La différence est là. En séries éliminatoires, dans l'ère du Super Bowl, OK? Savez-vous c'est quoi la fiche des équipes qui ont un différentiel de -4 dans les revirements au pire dans l'ère du Super Bowl en série? Lance-nous ça. 2 victoires, 77 défaites. On a fait... Tu fais 5 revirements. Ouais. Malgré tout, on a failli avoir cette troisième-là remontée en deuxième demi, mais en vain. Quoi qu'il en soit, les Broncos, comme on a mentionné, qui reviennent au match de championnat de l'Américaine, Félix, ça sera sans Bo Nix. Honnêtement, je pense que c'est un des moments les plus surréels que j'ai vu depuis un sacré long moment dans la NFL. Écoute, mise en contexte, hier, j'avais du décalage sur les matchs, j'ai fermé une notification pour une semaine, le temps de rattraper le match de Seahawks 49ers. Je reviens en direct, je reviens une notification. Et la toute première chose que je vois, la toute première notification que je reçois, Adam Schefter qui dit que la saison de Bo Nix est terminée en raison d'une blessure à la cheville. Après ça, j'ai vu l'extrait de Sean Payton qui rentre en disant, tu sais, qui gage un peu avec les journalistes en disant, parce qu'il avait déjà fait son premier point de presse, il revient pour un deuxième, il dit, ouais, tu sais, je m'étais ennuyé de vous, puis tout, puis tu vois rapidement que son visage change complètement, puis il dit, ouais, c'est pas des bonnes nouvelles. Bo s'est fracturé un os dans la cheville et tout, puis, man, pauvre Broncos, je veux dire, tu as cette saison-là à 14-3, maintenant 15-3 après la victoire d'hier. Et là, tu as l'avantage du terrain. Tu es en train de montrer à tout le monde que on a battu les Bills, c'est un gros adversaire. Il y a des gens qui doutaient de nous, puis on a quand même été gagné ce match-là. Bo Nix, on a eu des doutes sur Bo Nix hier. Il a été phénoménal dans la victoire des Broncos. Il a été vraiment, vraiment, vraiment bon dans ce match-là. Et là, tu apprends que finalement, je sais que tu t'en vas jouer pour une place au Super Bowl, mais c'est ça. Tu n'auras pas ton carrière numéro 1. Trouve une solution, deal with it. On n'a pas d'autre solution pour toi. Lui, il ne sera pas là. Sérieusement, ça c'est vraiment, vraiment déchirant. Puis, sur le coup, la première chose que je me suis dit, c'est il devrait aller voir Josh Allen puis il dit ça tente de t'habiller en Jarrett Stidham puis jouer la semaine prochaine. C'est la toute première chose que je me suis dit. Puis, man, écoute, on a souvent parler du fait que les Broncos, c'est une équipe extrêmement solide puis que Bo Nix n'a pas besoin d'en faire une tonne pour gagner avec cette défense extrêmement solide-là, puis surtout la ligne offensive et les armes qui sont autour de lui. Je veux bien, mais Jarrett Stidham n'est pas Bo Nix quand même. Là, la question, c'est comment tu vas trouver le moyen de t'arranger pour qu'il ne te sorte pas du match. Parce que on va en parler éventuellement, mais tu regardes les Pats, là, tu sais, c'est un match qui était prenable pour un corps arrière qui ne sort pas son équipe du match. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un monde dans lequel Denver peut gagner ce match-là, mais c'est sûr que c'est terrible pour cette équipe-là. Après toute la belle saison qu'on a connue, là, ça fait mal au cœur pour cette équipe. Ouais, ça va être difficile et leur adversaire aux Broncos, un rival de longue date. On dirait qu'on a rembobiné la machine, mais on a juste changé les acteurs principaux. Alors, j'ai parlé de Peyton Manning. On connaît ses fameux duels contre Tom Brady, qui d'ailleurs, le duel de 2015 pour le Super Bowl, qui était contre les Patriots. Donc, les Patriots, eux, une première depuis 2018. Félix, veux-tu nous rappeler qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Pourquoi les Patriots ne sont pas rendus au championnat de l'Américaine? Ah, ben écoute, si tu me poses la question, Mio, ça me fera un immense plaisir de t'expliquer que ce match-là, c'était un match contre les Titans, première ronde des séries, ronde de wildcard. Tom Brady, le tout dernier match de Tom Brady dans l'uniforme des Patriots. Et malheureusement, Bill Belichick s'est fait avoir par Mike Vrabel parce que Mike Vrabel a sorti une page du playbook de Belichick en faisant couler le temps, en faisant exprès de pogner des pénalités avec son bâton de dégagement parce qu'il savait que ça allait faire couler le temps et que Belichick pouvait rien faire. Et finalement, Tom Brady a lancé sa toute dernière passe dans l'uniforme des Patriots directement dans les mains de Logan Ryan, le demi-point des Titans, pour une passe de toucher. Merci encore, Tom, pour ces beaux moments dans cette fin de carrière avec les Patriots. Je suis éternellement reconnaissant pour cette belle soirée. All right, revenons aux choses sérieuses. Donc, encore un match avec de la météo, ma foi, terrible. On va revenir du côté des Titans, mais pour les Patriotes, comme Félix t'a mentionné, ça va être un affrontement Drake May, Jarrett Stidham, qui d'ailleurs, là, je tiens à préciser ça quand même, là. Disons que les Bears l'avaient gagné, 3 des 4 carrières partants se seraient qualifiés pour le championnat
d'association, ce qui aurait été complètement fou. Mais bon, on est dans un monde dans lequel, Bo Nix là, n'y sera pas et les Bears ont manqué leur chance d'y être. Mais là, ça pose la question, les gars. Aujourd'hui, là, on va mettre notre casquette de hater et on en a parlé toute la saison des affrontements que les Patriots ont eus. Puis, je veux juste faire une préface aussi. Là, c'est en aucun cas est-ce qu'on dit que les Patriots sont une mauvaise équipe. Mais quand tu regardes contre qui ils ont joué en saison régulière, 14 de leurs victoires, en fait, sont contre des équipes qui ne sont pas avec une fiche victorieuse. Et en séries éliminatoires, les 3 carrières que tu auras fait face sont Justin Herbert, qui, historiquement, on voit comme un gars qui a de la misère en séries éliminatoires. Surtout avec sa très belle ligne offensive devant lui pour le protéger. CJ Stroud, qui nous a sorti l'une des pires performances individuelles pour un corps arrière que j'ai vu de ma vie. Et ensuite, tu vas faire face à Jared Stidman, qui est un nom que j'ai dû googler parce que hier, avec la famille, on est comme « Attends, c'est qui le suppléant de Bo Nix? » Je dis « écoutez, la gang, je connais pas ces noms-là, mais on a Jared Stidman. » Alors... Stidham. On va y aller comme ça. Les gars, la question se pose. C'est fou. Est-ce un passage frauduleux vers le Super Bowl, assumant que les Patriots l'emportent? J'aurais pu... Écoute, c'est sûr que il y a beaucoup de monde qui ont encore un PTSD de la dynastie de Tom Brady avec les Patriots, puis la fameuse magie noire autour de Tom Brady. Tout ça. Le karma n'existe pas avec les Patriots. Le karma... Mais écoute, ce que je vais dire là-dessus, c'est oui, OK. Moi, je l'avoue, j'étais dans le camp de... Les Pats l'ont eu un peu l'ont eu facile en saison régulière. Veux pas, mathématiquement, plus tu finis bas l'année précédente, tu as un calendrier plus facile cette année. Bon, OK, ça s'explique un peu de ce côté-là. CJ Stroud et les Texans, en offensive, ont eu de la misère aujourd'hui. Et de la misère. Je pèse mes mots là-dessus. Mais si on a donné autant de misère que ça à CJ Stroud, c'est que défensivement, on est legit du côté de la Nouvelle-Angleterre et Drake May va probablement gagner l'MVP. Je veux dire, non. Dans la façon dont les Pats jouent, on verra ça de ce côté-là, mais de la façon que les Pats jouent, je peux comprendre qu'il y ait du monde qui disent qu'avec les carrières, c'est facile, mais c'est pas comme si les Pats jouaient moyen puis trouvaient un moyen de gagner in extremis face à une équipe un peu dégarnie un peu. Exact, les Pats sont legit. Tu les regardes jouer, ils sont legit. Mais c'est ça l'argument, Pop, c'est qu'on ne dit pas que c'est objectivement une mauvaise équipe, c'est objectivement une maudite bonne équipe. Et objectivement, ils ne sont pas frauduleux. J'aimerais juste que la compétition adverse soit un peu plus... Ce serait fun de voir que la compétition un peu plus étoffée. C'est un couteau à double tranchant. Mettons là, dans un scénario que les Broncos, avec le quart arrière substitut, se font planter par la Nouvelle-Angleterre et s'en vont au Super Bowl. Pop, tu sais quoi? Je vais célébrer la défaite des Patriots. C'est ça, mais mettons, ils arrivent au Super Bowl. L'adversité, en ont-tu vraiment eu depuis le début de la saison? Les Patriots, ça? Moi, tu vois, je regarde. Non, hier, c'est drôle parce que je regardais le match des Seahawks, puis le seul constat que je regardais me dire, c'est je suis même pas sûr à 100% que les Seahawks, c'est la meilleure équipe de la NFC, mais je suis sûr qu'ils torchent littéralement n'importe quelle équipe de la NFC. C'est exactement. Tu sais, les passes en ce moment. Puis écoute, j'étais le premier à dire que je pensais que les Texans allaient gagner aujourd'hui, puis sérieusement, tu sais, en tout respect pour les Pats, ils ont gagné ce match-là, puis tout, puis tu sais, c'est quand même un match parce que Drake May a fait 4 revirements, puis si l'attaque des Texans était le moindrement compétente, les Pats vont perdre ce match-là. Tu sais, c'est pas une performance. Les Pats ont gagné et tout, puis on leur enlèvera pas, là. Mais c'est pas une performance, selon moi, que tu peux regarder en tant que... Si t'es les Pats, puis tu peux dire, ouais, c'est vraiment une performance dominante. Tu sais,
quand tu réussis à faire. Quand le carrière adverse sur un match comme celui de CJ Stroud, là, une vraie équipe dominante gagne ce match-là par à peu près 600 points. Pas par la peau des fesses avec un toucher miraculeux qui est Sean Bouki en fin de match. Tu sais, là, on va affronter Jarrett Stidham, puis la défense des Broncos. Puis là, on n'aura pas l'avantage du domicile aussi. Hein. Ça va être un élément important. J'ai hâte de voir comment on va réagir à l'altitude et tout de Denver. Ça peut être un duel qui est intéressant. C'est un gros avantage de domicile Denver pour ça. Mais écoute, il y a les Pats qui sont là, puis les Pats, quand je les regarde jouer, c'est une équipe typique de Mike Vrabel. Une équipe qui n'est pas nécessairement la plus talentueuse, n'est pas nécessairement la plus dominante, mais une équipe qui fait les petites choses, qui fait bien les petites choses et qui se bat pas elle-même. On capitalise sur les erreurs de l'autre équipe et j'ai surtout hâte de voir, parce que oui, on n'a pas affronté une tonne de grosses équipes, mais quand même, affronter Texans, Broncos, puis même les Chargers juste avant, c'est quand même 3 grosses défenses qu'on va affronter. Là. Si on est capable de survivre à ça, même si on n'a pas affronté des grosses attaques, ça reste quand même, il y a eu une certaine part d'adversité. Donc, oui, les Pats, c'est une bonne équipe. Est-ce que cette équipe-là serait au Super Bowl si c'était dans la NFC? Probablement pas, mais ça reste quand même dans une NFC qui est un petit peu plus faible cette année. Ça reste une des très bonnes équipes de cette conférence. C'est gagne par l'ADN patriote. Alors, pour ce qui est de ce dernier match, Félix, que tu as mentionné, un classico entre 49ers et Seahawks qui, finalement, ça s'est perdu sur le tout premier jeu, entre guillemets, comme j'écris dans les notes, parce que c'est pas théoriquement un jeu, c'est juste un retourné de beauté. Est-ce le genre de déferlade auquel on s'attendait? Est-ce qu'on s'attendait à ce que les 49ers soient un peu plus compétitifs? Je m'attendais certainement à ce qu'ils soient un peu plus combatifs. Il y a même un monde, j'ai dit, franchement, il y a un monde dans lequel les 49ers peuvent gagner parce que ça demeure une équipe bien coachée avec des joueurs d'expérience malgré tout le monde dans l'infirmerie. Mais les gars, comme je dis, ça s'est perdu à la première seconde. C'était fou. Je pense que c'était honnêtement, puis les 49ers étaient tellement durs, les Warriors, je pense que les blessures étaient juste rendues trop. Kittle blessé, ça a été tellement un coup dur pour cette équipe-là. Puis oui, tu peux t'en sortir temporairement avec Jake Tonjes ou quoi que ce soit qui s'est blessé en plus. Lui aussi d'ailleurs. Ouais. C'est rendu là un peu sur le même. Puis quand Christian McCaffrey est tombé, là c'était vraiment comme le dernier coup. Il est revenu, il a fini le match. Là, mais cette blessure-là de McCaffrey, c'était vraiment comme gars, c'est beau, laisse-moi tranquille. Là. C'est difficile de blâmer les 49ers pour cette défaite-là parce que, mon Dieu, que cette équipe-là a eu des... Tu parles d'adversité, des équipes qui ont eu l'adversité cette année, il n'y en a pas beaucoup qui en ont eu plus que les 49ers. Moi, je m'attendais... Je voyais la cote du match qui était à -7. On a une avance de 7 points aux Seahawks. Puis je trouvais que c'était généreux quand même. Je m'attendais à un match plus serré que ça. Puis, oh boy! Ça a été une des bonnes rinces de série, je me souviens récemment. Là, il y a eu des rinces en série, mais celle-là, dès le premier jeu, tu savais que c'était probablement ça allait être difficile pour les 49ers. Puis, j'ai pas vu souvent une équipe reposer ses partants dans un match de série. Que les partants finissent pas le match, puis qu'avec 11 minutes, tu dis bon, on va pas envoyer le backup. Sam Darnold qui n'a pas lancé pendant les 2 jours avant le match, je sais pas pour vous, ça n'a pas vraiment paru. Kenneth Walker qui court comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis ça va être intéressant. Mais là, maintenant, on s'en va affronter les Rams. En fait, les Rams viennent nous affronter. Le match est à Seattle. Puis on sait que les Rams, c'est une des rares équipes qui a donné de l'adversité, qui a donné un petit peu de défi aux Seahawks cette année. Ce ne sera pas un match aussi facile que contre les 49ers, définitivement. Non. Ce qui joue certainement l'avantage des Seahawks, c'est d'avoir affronté leur chemin peut-être jusqu'au Super Bowl contre leurs adversaires de division. Mais dans tous les cas, Pop, ce qu'on peut retenir quand même que de se rendre au match de championnat pour les Seahawks, une première depuis d'ailleurs de 2013. On sait comment ça finit cette saison-là. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, pari réussi pour Sam Darnold et les Seahawks. Les fans des Vikings du Minnesota qui ont regardé ce match-là, qui se disent on a laissé un mauvais match en série contre une legit bonne équipe, les Rams de l'an dernier. On a laissé ce match-là, puis on a décidé d'abandonner Sam Darnold pour se retourner vers 9. C'est le fun, là, puis tout ça. Mais tu regardes ça et tu te dis, dude, pourquoi? Sam Darnold
est avec Aaron Rodgers et Tom Brady, puis il y a un autre nom, là, je sais qu'il y a un quatrième membre là-dedans que j'oublie dans ce groupe-là, qui a gagné 14 matchs pour 2 années consécutives. Et Sam Darnold vient de le faire avec 2 équipes différentes. C'est legit. Puis, en même temps, pour le match contre les 49ers, tu as affronté la même équipe il y a 2 semaines et les Seahawks leur ont pilé sur le corps. Puis, ça a juste été serré parce que l'offensive des Seahawks a décidé de prendre peut-être ça un petit peu plus mollo en inscrivant juste 13 points. Moi, je t'aurais dit, là, si j'avais vu la même cote que toi, Félix, là, moi, j'aurais dit grimpe ça au moins à moins 10. Là. Pas tu descends pas ça à moins 3. Grimpe à moins 10, moins 12. Là. Parce que t'avais l'ADN de ce match-là, t'avais juste à refaire la même chose, puis c'est direct ça qui s'est passé. C'est bon, ouais. Puis c'est sûr qu'évidemment, ça a été une bonne varlope, là, mais écoute, Sam Darnold, la seule chose que j'ai hâte de voir, OK, Sam Darnold, historiquement, en tout cas, du moins en fin de saison l'an dernier, c'est qu'il avait vraiment coulé là, contre les Rams, mais aussi contre les Lions la semaine d'avant dans le match pour le titre de la division. Oui. Ce qu'il avait vraiment coulé, Sam Darnold, c'est quand il devait gérer de la pression, puis tu sais, que ça s'en venait vite dans sa pochette. Et oui, là, les Seahawks ont une très bonne ligne offensive, ont réussi à gérer, mais les 49ers sont historiquement mauvais pour générer de la pression. Depuis que le est parti, très tôt dans la saison, on ne génère aucune pression. En fait, Félix, c'est pas compliqué, c'est la pire équipe de la NFL dans ce domaine-là. Être physique à la ligne d'engagement quand tu es en défense, c'est la pire de toute la NFL. Voilà, fait que j'ai hâte de voir contre un front défensif beaucoup plus respectable, celui des Rams, qui a fait mal paraître Sam Darnold au moins une fois cette saison, puis pendant un demi-match l'autre fois avant qu'il se rappelle au 4e quart qu'il était Sam Darnold, puis qu'il est redevenu comme le personnage principal de ce match-là. Là. On l'a fait paraître pendant des bons pans de la saison, du moins du côté des Rams. Les 2 premiers matchs ont tellement été bons entre les Rams et les Seahawks. Je pense qu'on mérite tous une partie 3 de cette rivalité-là. Les 2 matchs qui se sont disputés au total par 1 point. Au cumulatif des points, les Rams ont gagné le premier match par 2. Les Seahawks ont gagné le deuxième par 1. Fait que les Rams ont 1 point de plus que les Seahawks dans ces 2 duels-là cette année. On méritait un 3e pour conclure la trilogie. All right. Donc, boys, la fin de semaine prochaine, donc dimanche à 15h, on aura le match Patriots-Broncos pour l'américaine et à 18h30, on aura le match de la nationale entre les Rams et les Seahawks. J'ai juste besoin d'une prédiction très rapide de votre bord, là, vraiment. On dit juste, hey, tu sais, il y a quelqu'un qui t'interpelle dans la rue. Qui crois-tu qui va gagner la semaine prochaine? On va avoir un rematch de 2015. Attends, de l'année civile 2015. Hein, non, du Super Bowl 2015. Du Super Bowl 2015. Donc, de l'année civile 2015. Oui, exactement. Pas de la saison 2015. Celui que notre invité de la semaine dans notre grande entrevue, oui, shameless plug, celui que notre invité de la semaine a décrit en tant que premier descripteur, son premier match en tant que descripteur du Super Bowl, là, ce Super Bowl-là? En personne. Effectivement. Mais je parle... la fameuse interception de Malcolm Butler, ce Super Bowl-là. Donc, Pat Seahawks pour moi la semaine prochaine. Les Pats vont y être, parce que Jared Stidham, je pense que ce sera pas assez. Je pense que les Pats vont faire juste assez. Mais les Rams vont y être du côté de la NFC. Complètement biaisé, d'ailleurs, cette prédiction-là. Mais au moins, tu l'assumes. Au moins, tu l'assumes. 100%. Mais on n'aura pas à revivre la neige, les conditions de Chicago. Ça va être beaucoup plus agréable du côté de Seattle. Je pense que les Rams vont se rendre au Super Bowl. J'aimerais bien que ce soit genre Matthew Stafford. Tu sais quoi, peut-être une petite dernière. Mais, tu sais quoi, ça m'inquiète un petit peu son état de santé, de voir un peu comment va la main. Ça n'a pas été un gros match aujourd'hui, même si bon, la neige avait quand même son facteur à jouer là-dedans. Donc, je vais y aller avec la machine des Seahawks qui donneront qu'une maudite varlope aux Patriotes pour que tout le monde du côté de Seattle, avec le point dans les airs depuis 10 ans, disent « Ah, finalement, il était temps. » Mais Mio, je vais juste te dire, je vais juste reprendre un propos que tu as dit il y a quelques minutes. Le karma dans la NFL, ça n'existe pas.